cherchais pas la carrière, moi, donc je cherchais le plaisir. Oui, toujours. Moi, je savais faire 5000 baguettes à l'heure. Oui, mais 12 baguettes... Mais 12 baguettes, je savais pas faire. Non. Mais combien de gens ont essayé et n'ont pas réussi? Ça, après, la réussite, mon cher... Mais je m'interroge toujours là-dessus. Mais... Plus tard, je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose jusqu'à 40 ans. J'adore le contact. J'adore les gens. Même si on réussit, il faut rester humble. Tu te dis, mais attends, ça c'est la spirale de la réussite. Tu te dis, oh, ça marche, pourquoi j'essaierai pas plus? Et puis j'ai loupé des tas de choses. Mais à un moment, tout m'a souri. Et voilà. Généralement, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. On y va? Allez, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler de gourmandise et de passion, mais également de coup de foudre. Mon invité est originaire de Belfort, marqué dès son enfance par les bons petits plats de sa maman et de sa grand-maman italienne. Il a une passion, bien sûr, qui va l'amener à suivre une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Mais au fond de lui, il sent bien que le compte n'y est pas. En 2002, tout bascule, il devient boulanger, avec une profonde passion pour la pâte à pain. Aujourd'hui, avec ses équipes, il nourrit une grande partie du Chablais. Mais peut-on rester un artisan lorsque on dirige 9 boulangeries? Peut-on continuer à innover lorsqu'on souhaite conserver la tradition? Peut-on continuer à choisir ses matières premières pour prendre le meilleur? Peut-on rester une entreprise locale? Pour répondre à toutes ces questions et tant d'autres, je reçois aujourd'hui Philippe Beignet. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Sacrée description. Hein. Ouais, mais ça colle. Où est-ce que tu as appris tout ça? Sur Internet, moi, tu sais, je fais copier-coller. Je connais un peu ton parcours, quand même. Je te connais un peu, quand même. J'ai erré. Et tu as une vie d'errance, voilà. Tout de même. Et donc tu viens de Belfort. Ah oui. Famille Alstom-Atlantique. 3 générations. Ah bah oui, alors là... Alors, c'était dans les trains. Les centrales, des métallos, ouvriers, l'industrie lourde, pure, etc. Et puis, pour éviter de faire la même chose que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père, je décide de faire des études en agriculture. Tu avais déjà un petit esprit de contradiction à l'époque. Tout à fait, très marqué. Et comment est-ce qu'on fait des études d'agriculture quand on habite Belfort? Il y a de l'agriculture. On commence simplement parce que j'étais un petit peu... j'étais pas sûr de moi, mais je ne le suis jamais. Je ne suis toujours pas d'ailleurs. Non. Mais j'ai commencé par un BTS. Facile. En agriculture. Je suis allé travailler parce que je ne voulais pas dépendre de mes parents trop longtemps. Parce que parents ouvriers, à l'époque, ça voulait dire faible moyen. Et puis, quand j'ai connu ma femme, qu'elle a fini ses études, elle a accepté de me nourrir, de me loger. Ça, c'est sympa, ça. Ouais, c'était le bon choix. Ah, méfie-toi, parce que dans certains milieux... Alors, j'en ai éprouvé beaucoup, tu sais, le mal qui se fait entretenir par voilà. Ça m'a donné suffisamment de ressorts. Oui, mais ça t'a gêné. Ouais, j'étais gêné. Je l'avoue, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et ça m'a donné suffisamment de ressorts pour vouloir être le premier de la classe. Donc tu as repris des études. Alors j'ai repris mes études, quoi. J'ai passé une licence de bio. Bon. J'ai réussi à être major de promo alors que j'avais pas fait d'études depuis 2 ans. Ouais. Et puis, mais parce que je voulais briller, tu vois. Françoise, ta femme qui s'occupe de toi, qui t'entretient. Voilà, puis t'as envie allez, t'as envie de rouler des épaules. Oui. Donc, t'as vu qui tu as épousé? Donc, major de promo en licence. Ah oui. Ce qui m'a permis de rentrer en école d'ingénieur parce qu'il y avait un petit créneau pour les gens qui avaient suivi un parcours. Voilà. Et puis, c'était à la Cato de Lille. Et à la Cato de Lille, ils avaient cette ouverture de prendre des personnes qui avaient déjà travaillé pour accompagner les ingénieurs étudiants qui avaient fait le parcours tout le royal, cursus normal, Mathsup, Mathspé, voilà. Et donc ça brassait un peu les profils comme ça. Tout à fait, des gens qui étaient... Alors ce qui fait que j'étais déjà en couple, et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un gamin avant d'avoir fini mes études. Bien. Donc ce qui fait qu'on était un petit peu atypique, mais en même temps, ça m'a permis quand même, sur une promo de 85-90, j'ai pu de terminer 3e. Alors encore une fois, toi... c'est pas que je souhaite me vanter de ma place, mais c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est le ressort. Si tu n'as pas de ressort pour avancer dans la vie, et moi je l'ai trouvé, c'est que j'avais envie de briller. Alors c'est bête, hein. Non.
mais j'avais envie de briller vis-à-vis de mon épouse. Une motivation peut jamais être bête, enfin, à moins que ce soit vraiment... Voilà, motivation. Sa propre motivation. Donc, toi, tu voulais que Françoise, elle te trouve le plus beau, le plus intelligent. Beau. Bah ouais. Bah écoute, c'est bien ça. D'ailleurs, un jour, je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a fait choisir Philippe Alors, je m'attendais à ce qu'elle me dise t'étais le plus beau de la classe, t'étais le plus beau, t'avais les plus belles épaules. Oui. Non, elle m'a dit j'avais confiance en toi parce que t'avais de l'ambition. Bon. Oh, alors là. Ça se respecte, la motivation. Ben voilà. Donc, comme quoi l'éthologie féminine, ça prend des chemins détournés. Je suis au tome 12, moi, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Toujours pas. Ça réussit, ça a marché. Bon, en tout cas, toi, grosse motivation. Bah, finalement, t'es 3e. Et donc, ça sert à rien. Et donc, mais si, ça sert. Tu vois, puisque tu m'en parles aujourd'hui. Voilà. Ouais, mais c'est pour montrer que, si tu veux, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as toujours envie de performer. Ça tient aussi à ta propre psychologie. Bien sûr, à ton ambition. Ton ambition, et puis je te montrerai un truc après. C'est pas forcément de l'ambition. Ah, tu fais du teasing en plus ? Ouais. Restez avec nous, il va nous montrer un truc après. Donc, alors, sortie d'école, j'ai erré un petit peu. J'ai été pris tout de suite par Auchan. Oui, dans le Nord en plus. Voilà, sortie d'école du Nord. C'est l'employeur. J'ai pas eu trop à m'embêter. J'avais 2 propositions. Une chez Auchan, une chez Flunch. Voilà, hein, même familier. Oui. Et puis, même objectif, etc. Je me suis occupé des marques de distributeurs. Je me suis occupé de former les gens qui sortaient d'école de commerce pour leur apprendre comment on faisait du yaourt, comment on faisait de la charcuterie, sélectionner les marques distributeurs, enfin, les apporteurs de marques distributeurs. D'accord. Donc, je suivais... j'ai parcouru toute la France et un peu Belgique et les pays limitrophes pour trouver des gens qui faisaient des marques distributeurs. Donc déjà, j'avais un pied un peu partout dans la charcuterie, dans le fromage, etc. Et puis, je trouvais que c'était pas matériel. J'avais une belle cravate. Oui. On me déroulait le tapis rouge parce que j'avais une belle cravate rouge siglée d'un A, avec un petit oiseau. Une voiture, tout ça. Hein, une voiture, tout ça. Oui, parfois l'attaché case. L'avion, l'attaché case, la petite cravate. Mais ça ne te convenait pas, non, ça ne me convenait pas. Non. Donc je suis redescendu d'un cran, je suis allé en production. Tu vois. Ah ouais. Non, mais c'est atypique quand même. Ouais, mais j'avais envie de toucher. Et quand tu dis ça à ton patron, il te dit quoi ? Que j'en ai loupé déjà pas mal. Ah, quand je dis à mon premier patron... Oui, quand tu lui dis « moi je veux descendre... non, je lui ai pas dit que je descendais, je lui ai dit que j'avais envie de toucher, et le gars, il s'enlevait une épine du pied, parce qu'au lieu d'être un prescripteur, je devenais un producteur. Bon, très bien. Donc, je suis resté quelques années dans cette boîte qui a fait faillite. J'ai été le premier viré avec une dizaine de cadres. Bon. Malheureusement, c'est les aléas de la vie. Et cette entreprise, elle fabriquait quoi alors ? Elle fabriquait de la charcuterie pâtissière. Donc, entre autres. Il y avait 5 usines. Une qui faisait de la charcuterie pâtissière. Ouais. Tu connais ça dans les rayons stand charcuterie. Toutes les petites pâtés en croûte, les pâtés en croûte, ça. Tous les trucs comme ça. On avait une usine qui faisait du pâté en croûte. On avait une usine qui faisait des œufs en gelée, des salades. Mais tout ça de façon industrielle. Ah oui. Et puis, à mon actif, j'ai eu la chance de démarrer une usine pizza. Ah oui. Pendant les 3-4 années que je suis resté là-bas. J'ai démarré une usine pizza et après, j'ai démarré une usine de pâtes ménagères. Donc là, c'est parce que j'étais directeur recherche développement. Donc, tu sais, toutes les pâtes à dérouler que tu trouves aujourd'hui. De toute façon, il n'y a plus qu'une société qui fabrique ça en France. C'est le groupe Cerelia. J'ai participé à la création d'une de leurs usines. D'accord. Maintenant, ça a été regroupé sous... ils ont racheté tout le marché. Oui. Ils sont leaders en Europe. Il n'y en a plus qu'un, quoi. Encore une fois, je ne suis pas resté. Enfin, cette fois-ci, j'ai été viré. Donc, je ne peux pas rester. Ça arrive, hein. Voilà. Et puis, je me suis cherché. J'ai fait une incursion dans le fromage fondu. Ah, tiens. Ouais. Ma femme est restée sur Strasbourg. Et puis, je suis allé monter une usine à Louhans. Donc ça, c'est en Louhans cuisson. Louhans cuisson. Ouais, c'est ça. Hein, tout à fait. Du fromage fondu qui avait une particularité, c'est qu'il faisait que des fromages techniques. Des fromages techniques, alors tu vas savoir ce que c'est. Oui. C'est le petit timbre que tu trouves sur les pizzas Sodebo.
D'accord. Ah oui. C'est les petits morceaux de fromage qui fondent pas dans la charcuterie alsacienne. Putain, oui, c'est technique, ça. C'est les carrés de fromage que tu mets chez McDo qui sont toastés d'un côté mais pas de l'autre. Ah ouais. Tout ça, c'est des fromages qui sont industriels, purement industriels. Où par exemple, c'était aussi le cordon de fromage qu'on trouvait dans les Pizza Hut. Ah oui, dans la croûte, là, le fameux... Ouais. Parce qu'on cherche une fonctionnalité. C'est pas un goût. Non. Rien à faire. Rassure-moi, il y a quand même du lait dedans ou... Ouais, un petit peu. Ok. Mais on mélange un peu de fromage où il y a des matières grasses animales et on mélangeait aussi des matières grasses végétales. Ah oui, d'accord. Ça n'avait pas le droit d'appellation fromage. Ouais, donc c'est pas du fromage. C'est des spécialités fromagères. Spécialités fromagères et techniques, en l'occurrence. Et techniques. Et donc on récupérait de toute l'Europe des invendus. De fromage. Ou des fruitières, par exemple, qui ont des surstocks. Ouais. Et on les fondait. Et on faisait des fromages en cubes qui avaient une particularité, c'était de fondre à la température que l'on souhaitait. Ah ouais. Ou rester ne pas fondre. Ou enfin voilà. Tu pouvais nous faire ce qu'on veut. Pratiquement. Ouais, non mais c'est marrant ça. Ouais. Donc tu fais ça. Seul problème. Le mec il est pas bien fait dans sa tête, c'est que le fromage, ça me plaît pas vraiment. Le coin de Louan, ça me plaît pas vraiment. Oh, puis t'es loin de ta femme. Je suis loin de ma femme, elle est restée à Strasbourg. T'es loin de moi, je suis là tout T'as seul. combien d'enfants à l'époque? Je crois que j'en avais déjà 3. T'as déjà tout le monde? Tout le monde est là? Ouais. Puis ce que j'avais pas conçu à l'époque, c'est qu'elle se débrouillait déjà toute seule avec les 3, alors que j'étais loin. Bah oui. Mais bon, elle s'est jamais plainte. Puis tu rentrais J'ai pu faire toutes les conneries que je voulais dans ma vie. Elle est sympa ta femme. Hein. Ouais, j'en reparlerai. Tu lui dois beaucoup hein, quand même. Ouais, totalement. C'est vrai, hein? Ah ben absolument, parce que mon développement futur, juste après ça, il est quand même dû en grande partie à elle. Donc là, tu te dis le fromage, l'eau en cuiseau, c'est bon, j'en ai soupé. Ouais. Donc tu retournes en Alsace. Tout à fait. Avec ta petite valise. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que mon patron de l'époque, ne souhaitant pas me voir partir, me propose 10% départ. De l'entreprise. Il me donne 10% départ de l'entreprise. C'est beau, hein? Oui, aujourd'hui je serais milliardaire. Bah oui. Encore un truc que j'ai loupé. Oh bah tiens, tu vois Vincent, je t'ai proposé des parts, tu les veux pas. Hein? Bah prends-les pas, voilà. Aujourd'hui, cette entreprise fournit toujours des gens comme Sodebo, qui est quand même une pointure, fournit la Tocangevine, fournit McDo, enfin, il fournit tous ces grands... Et en Europe, dans l'Europe entière. Voilà. Et mais j'aurais pu... Enfin bon. Pas grave. On peut pas vivre avec des regrets, t'as fait ton choix. J'avais un leitmotiv qui m'a toujours suivi. C'est qu'un jour, quand j'étais en charcuterie pâtissière, j'ai découvert la pâte qui levait. Ah, ça. Ta fameuse passion pour la pâte. Pour le saucisson brioché. On m'a demandé de faire du saucisson brioché. Ouais. Et c'était pas le saucisson qui m'intéressait, mais la pâte. Ouais. Et là, j'ai découvert un produit vivant. Quand tu fais de la charcuterie, quand tu fais du fromage, ce sont des produits que j'appelle, ça me regarde que moi, morts. Parce que tu les mets dans un moule, tu en sors toujours un produit qui est dans un moule. Le pain, la brioche, tous ces produits qui poussent, si tu ne les enfermes pas dans un moule fermé, eh bien, tu auras toujours un produit vivant qui va pousser. Et différent. Avec un certain mystère. Alors, le mysticisme, à ce niveau-là, faut le faire quand même. Mais bon. Non, mais écoute. Mais bon, j'ai été fixé sur un produit. Toi, tu as une révélation autour de la pâte, quoi. Voilà. C'est un truc, ça te fascine, quoi. Donc après Strasbourg, je remonte à Strasbourg. On vient me proposer de remonter encore une usine qui avait brûlé dans la brioche. Bon. Je suis reparti. Là, la brioche, c'est bien, il y a de la pâte, là. Il y a de la pâte et ça pousse. Alors, ça c'est cool. Donc cool. Sauf que je suis reparti à 170 km de chez moi. J'ai encore laissé ma femme toute seule à Strasbourg avec les 3 gamins. Alors cette fois-ci 170 km, c'est moins loin que 400, je rentre tous les week-ends et je m'occupe de monter une usine qui avait brûlé. Bon. Voilà. Pour faire des brioches. Pour faire de la brioche. Et puis comme je suis un instable. Et t'as pas l'air comme ça. Hein, Non, mais j'étais instable. J'avais toujours besoin de projet. Parce que la seule chose qui m'intéressait, le projet. Oui, mais c'est parce que tu n'avais pas trouvé aussi le projet. Oui, et puis je m'intéressais. J'ai toujours dit que ma problématique à cette époque-là, c'était, je ne considérais que dans une usine, il n'y avait que 2 choses, les machines et le produit. J'avais pas vu la richesse
du management. J'avais pas vu tout ce qu'il y avait autour. Toi, t'étais focus machine produit, toi. L'ingénieur con. Ah putain, le vrai, quoi. Tu sais, le vrai, là. Ouais. Avec des œillères qui voient... voilà. Et je l'avoue, maintenant, à 60 balais... Tu peux? Bah ouais, parce que j'ai montré que je pouvais faire autre chose. Mais je voyais pas, j'ai pas vu. Moi, j'adorais les machines. Et quand tu adores les machines, quoi de mieux qu'une entreprise qui te propose de monter des usines dans toute l'Europe? Ah oui. Parce qu'elle est leader sur le marché du pain dans le monde. D'accord. Donc, le gars, il a une usine qui brûle, il t'embauche, tu y vas. Je lui monte l'usine, 2 ans après, je lui dis, monsieur, c'est vachement bien, mais ça tourne, il n'y a plus rien à faire, je m'en vais. Parce qu'on m'a proposé, un de vos fournisseurs m'a proposé, on avait rentré un four Mécaterm, ils ont pris contact avec moi, ils cherchaient quelqu'un apte à résoudre des problèmes et à installer des produits sur les lignes qui vendaient, etc. Donc je rentre chez Mécaterm. Le fabricant de fours. De fours. D'accord. Et lui, il te dit... Il me dit, il me dit rien d'ailleurs. Il m'envoie dans tous les casse-pipes possibles et inimaginables dans toute l'Europe. Pologne, non, je dis n'importe quoi. J'ai eu la chance. J'ai fait Belgique, Hollande, Danemark, Irlande, Angleterre, 24 usines en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Ah oui, quand même. Si j'étais resté, maintenant, j'en aurais installé 70 en Afrique, ça aurait été un peu plus loin, ça aurait été mieux. Mais à l'époque, le marché africain marchait. Les enfants sont grands maintenant. Ouais. Donc, je prends mon pied, encore une fois. Toi, tu t'éclates. Ouais, je m'éclate. Je m'éclate parce que j'arrive le lundi matin avec ma petite valise toujours dans la voiture, prête à partir. Et on me dit, t'as un avion à 10h, t'as un avion à midi, tu pars, je téléphone à Françoise, toujours gentil, dit... Au revoir mon chéri, prends ton pied. Et amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Et je vais en Allemagne, je vais en Italie. Je reviens le vendredi ou samedi matin, je lui dis « Oh, j'ai vu des trucs géniaux. » Puis elle j'ai pas compris qu'elle s'amusait à gérer tout team. Oui, elle avait tout le reste quand même. Mais par contre, 160, ça devait faire à peu près 160, 180 jours de déplacement par an. Et à 40 ans, tu te dis, zut, mes gamins ont 10, 11 ans, je ne les ai pas vus grandir. Ah oui. Il y a une période où tu n'étais jamais là. Ah oui. C'est bien, tu te rends compte quand même. Ah je m'en suis rendu compte après. Donc, je me dis, non, je vais vivre dans une région. Et puis en plus, je suis au nord de Strasbourg. C'est pas trop mal comme région, il y a pire. Non, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas j'espère qu'il n'y aura pas de Creusois qui écouteront. C'est mieux que Guéret, quoi. Ouais. Ah bah oui, Guéret. Donc, Guéret, si tu nous écoutes, on te salue. Voilà. Mais bon, nord de Strasbourg, c'est quand même un petit peu loin des montagnes. Toi, tu aimes la montagne? Ouais, j'aime bien. Je suis né dans une vallée au nord de Belfort qui faisait 400 mètres de large. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir l'esprit... la vision bornée. Donc j'aime bien avoir... parce que j'ai toujours expliqué que quand tu as une vision bornée, tu as toujours envie de passer, de monter au-dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Ou d'imaginer ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc c'est le propre des gens qui sont nés dans des vallées, c'est de grimper au-dessus. Oui, tout à fait. Alors j'ai jamais voulu aller vivre au bord de la mer. Non. Parce qu'il n'y a pas de montagne. Et toi, c'est logique. La montagne, ça te plaisait. Ouais. Et donc comment tu découvres le Chablais? Alors c'est à cette période-là, à cette époque? Alors il y a des petits trucs dans la vie qui sont fortes, qui sont bizarres. Hein. Ma mère a divorcé d'avec mon père quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'est des choses qui arrivent. Elle a attendu quand même suffisamment de temps que je connaisse Françoise. D'accord. Pas mal. Mais c'est son fils unique, adoré. Elle l'a confié. Ah, toi, t'étais fils unique. Ah oui, en plus. Oh. Donc, elle me confie à Françoise et puis elle s'en va. Elle me confie à Françoise. En fait, tu le prends comme ça, toi. Non, c'est une anecdote. Ouais. Elle m'a confié à Françoise. La vie est une immense anecdote. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, Philippe. Donc, elle te confie à Françoise. Voilà. Et ta maman se taille. Ma mère part de Belfort et elle demande à être mutée quelque part en France. Et elle atterrit à Amphion. Ah oui. Pas mal, hein. Bon, écoute, roulette russe, mais bon, elle est bien tombée. Donc, pendant, je sais pas, une dizaine d'années, elle vit à Amphion. Et moi, régulièrement, je viens la voir. Quand j'étais à Lille,
On descendait de temps en temps faire du ski à Morzine, Oui. on venait passer la voir Amphion. Oh. Quand j'habitais Louan, on se retrouvait, Françoise et moi, sur Amphion. Quand j'habitais Strasbourg, je descendais de temps en temps. Quand je devais pas prendre un avion, au lieu de prendre à Strasbourg, j'allais le prendre à Genève. Oui. Et puis je partais en Europe, et puis je laissais ma femme ici. Donc tu venais souvent... Je venais souvent en Fion. En Fion. Et un jour, au mois d'août, je dis à Françoise, et si on venait s'installer ici? Et tu sais ce qu'elle me répond? Bingo. Chiche. Ah bah... bah oui. Un an après, on était là. Ah ouais. C'était au mois d'août. Au mois de septembre, l'année d'après, on L'année était d'après, ici. t'étais là. Voilà. Tout vendu là-haut. Tout vendu là-haut. Acheté ici, mis Non, les enfants à location l'école. pour l'instant. Location. Ouais, ouais. Voilà. Ah oui, tu connais le foncier dans le Chablais. Bah oui, Pas il y avait donné. un petit différence. Et puis en fait, compte, on a bien fait parce que on avait gardé ce magot, enfin petit magot, pour éventuellement soit acheter quelque chose, soit si on avait quelques difficultés à trouver Et toi, du au travail. moment où tu t'installes donc à Amphion, tu t'installes à Amphion, Ouais, publié. Ouais, à publier. T'as déjà du boulot dans le coin Non. ou tu continues Rien du tout. à poser des fours à droite à gauche? Non, rien. T'as rien. Rien. Et t'as J'ai quel tenté. âge? Et t'as quel âge? 40 ans. 40 ans. J'ai tenté. Mon principe, c'était de dire, à 40 ans, il est temps d'aller vivre dans une région qui te plaît. Ouais. On trouvera bien du travail derrière. C'est un peu, c'est une maxime qui est pas tout à fait. C'est optimiste. Ouais. Mais c'est bien, ça dénote un personnage. Ouais, et puis j'étais pas carriériste, alors. Oui, ça se voit. Parce que... C'est un peu anecdotique avec ce que j'ai fait après, parce que je cherchais pas la carrière, moi, donc je cherchais le plaisir. Oui. Toujours. On a bien compris. Voilà. Et donc je viens de m'installer ici, je tente un ou deux trucs, je vais voir un petit peu les Suisses. Ça m'intéressait moyennement d'aller faire des trajets jusqu'en Suisse. La mentalité à Lausanne n'était pas celle que tu aimais, pensais. T'aimais pas bien. Et puis par contre, j'ai toujours aimé faire du vélo. Et je m'inscris dans un groupe, je m'inscris pas, je rejoins un groupe informel qui fait du VTT. Bon. Et dans ce groupe informel, il y a un boulanger, Paul Grépillat à Évian, qui avait la croustillante. La croustillante, la fameuse. Voilà. Et puis il y avait Edmond Côté du Moulin, qui était son comptable. Edmond Côté du Moulin, voilà. Que je connais également. Tout à fait, qui est en retraite aujourd'hui. Ouais. Et ces deux-là me disent... tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Je lui dis, je suis en recherche. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ben voilà, j'ai fait du pain, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'adore la pâte à pain. J'adore la pâte à pain. Et il y a une montre qui me dit, tiens, j'ai une boulangerie, j'ai un client qui cherche à vendre une de ses boulangeries. Alors là, moi, un peu, je vais te dire, moi je savais faire 5000 baguettes à l'heure. Oui, mais 12 baguettes... Mais 12 baguettes, je savais pas faire. Non. Donc l'artisanat, c'était quelque chose pour moi qui était inconnu. Je connaissais les réactions du pain, je savais faire du pain, mais pas du tout du pain artisanal. C'est pas du tout la même chose, il faut quand même se le dire. Ah ben non, parce que moi je faisais du pain en 1h30. Ouais. À gros renfort d'améliorants, de pouces, levure, de température extrême, et puis prépoussé, surgelé, etc. Moi, ce qu'on trouve dans certaines... Non, on va citer personne. Non, ne cite personne. Voilà. Donc, mais du pain artisanal qui a besoin d'attendre, de temps, de fermentation lente, de levain, de farine pas tout à fait les mêmes qu'en industrie, ça, je savais pas. Et donc, un peu étonné, je regarde, je me dis, tiens, pourquoi pas? Paul me dit, viens passer un mois chez moi, je t'apprends à faire du pain. Bon. Et puis voilà, roule ma poule. Mois de septembre. T'apprends à faire du pain. J'ai appris à faire du pain au mois d'août. Au mois de septembre, je rachète la première boulangerie. Donc, avenue du Général de Gaulle. Donc, au Stade. Le Fournil du Chablais Non, alors à l'époque, ça s'appelait Boulangerie du Stade. Boulangerie du Stade. Tout à fait. Parce que le stade est à côté, avenue de Genève. Oui, Stade Moina. Connais la maison des Black Panthers. Oui. D'ailleurs, ils sont clients chez nous. Oui, d'ailleurs, ils sont clients chez toi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont forts et costauds. Bah voilà. Ah, j'en embauche un d'ailleurs. Ah bah tiens. J'ai un bébé là qui fait 100 et quelques kilos, 1m90. Des Black Panthers. Un vrai costaud. Et donc là, c'est le berceau historique de la suite de ton aventure, en fait. Tout à fait. Donc tu rachètes cette boulangerie, puis tu démarres tout seul dans ton fournil. Ouais. Ouais.
Avec un pâtissier, un boulanger. Et Françoise, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben non, elle était encore prof à l'époque. Elle était encore prof, elle. Ouais, mais j'avais bien choisi l'endroit. Hein, oui. Parce qu'elle était au collège juste à côté. Ce qui entre midi et deux. Entre des cours, elle venait me donner un coup de main s'il y avait des sous à compter. Des trucs comme ça. Donc, elle est toujours venue s'investir. Et toi, le premier matin où tu te retrouves tout seul ou avec ton apprenti ou ton commis, je ne sais pas, dans le fournil, que tu démarres les machines, là, le four et tout ça, et que tu es tout seul et que tu es devenu artisan boulanger, en gros. Qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là? Une pression quand même importante parce que cette boutique, je l'ai achetée. J'ai pris un prêt parce que je n'avais pas la totalité. Les sous, mais j'ai quand même mobilisé l'argent de la maison que j'avais vendue à Strasbourg. Ouais. La totalité. Toi, tu es toujours en location à publier. Voilà, je suis toujours en location et on y restera encore quelques années. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que je loue toujours ma femme aujourd'hui parce que un jour, je lui présente le projet et puis je lui dis, écoute, il y a une boulangerie à racheter, je vais peut-être avoir besoin d'un petit apport personnel. Donc, la maison qu'on a vendue à Strasbourg me permettrait d'amener, toi, ce qu'il faut. Et puis j'ai Françoise qui me dit t'es sûr de toi? Ah ben non, j'ai jamais été sûr de moi, de ma vie. Eh ben vas-y, je te fais confiance. Bon. Quelqu'un, et je l'ai vécu par la suite, quelqu'un qui est enseignant, qui a somme toute une vie bien rangée, tracée. Généralement, on va jusqu'à sa retraite, l'enseignement. Il y en a quelques-uns qui en partent, mais généralement, voilà. Et qui te dit, tu prends tout l'argent qu'on a réussi à mettre de côté jusqu'à l'âge de 40 ans, et tu le mets sur le tapis de jeu, à la roulette. C'est comme ça que je le prends. Je trouve que c'était une confiance. Alors c'est une belle confiance, ça fait aucun doute, mais c'est pas non plus un tapis de jeu. Enfin, il y a une entreprise. Voilà. Mais combien de gens ont essayé et n'ont pas réussi? Après, la réussite, mon cher. Mais je m'interroge toujours là-dessus. Mais t'as raison. Je m'interroge là-dessus et parce que je me dis toujours, mais quelle chance j'ai eue. Oui, mais il y a autre chose que de la chance aussi, à un moment donné. Oui, il y a nécessairement beaucoup de travail, il y a nécessairement de l'humilité. Moi, je retiens l'humilité parce que j'ai vu des jeunes ou des moins jeunes qui reprenaient par exemple une boulangerie. Ouais. Et la première bêtise qu'ils faisaient, enfin que j'estime être une bêtise, c'est de tout vouloir changer. Moi, j'ai racheté à un homme qui, alors je peux dire des choses bien ou mal sur lui parce que depuis il est décédé, mais cet homme, il était peut-être un mauvais gestionnaire puisqu'il avait été obligé de revendre une boulangerie, mais c'était un homme produit exceptionnel. C'était un artisan exceptionnel. Il faisait du pain exceptionnel. Tout le monde saluait la boulangerie du Stade à l'époque, parce que c'était, soi-disant, un des meilleurs pains de Thonon. Oui. Mon erreur aurait été de dire... Je fais ma recette, je fais ce que j'ai appris, je fais la croustillante, parce que je suis allé aussi apprendre le métier, enfin un petit peu, chez quelqu'un qui faisait très bien, d'accord, j'aurais pu dupliquer. Non, je suis resté avec la spécificité de Pascal Staviarski, de l'époque, et je n'ai fait que continuer. Et puis, on a évolué petit à petit. On a continué. Oui, mais gentiment, par touche. Par touche. Et ce monsieur qui t'a vendu l'affaire, lui, il t'a donné la recette, sa recette, il t'a donné ses tours de main, non, rien du tout. Non, ça a été... C'était une vente... Le monsieur a vendu parce qu'il devait, quoi. Parce qu'il devait, donc il n'avait pas un objectif de transmission. D'accord. Il était déçu de ne pas avoir... c'était une nécessité pour lui. Je représentais quelque part un échec. Pour lui, donc, tu peux pas, quand tu vis un échec comme ça, tu peux pas. Ouais. Et donc, du coup, ce matin... On n'a jamais noué de relation amicale. Et il n'est jamais venu t'acheter du pain? Non. Je sais pas. Non, tu sais pas, c'est pas toi qui le vendais. Et du coup, ce matin-là, évidemment, on comprend avec tout ce que tu expliques que tu as un peu la pression. Un petit peu. Quand tu ouvres le bazar. Bon,
On va passer, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'erreurs ce premier jour. Enfin, on sait tous comment c'est un premier jour. Hein. Je pense que par contre, ce qui a fait la réussite de cette boutique au tout début, c'est que j'ai pris un poste qui était central Il y avait déjà un atout, c'est que le four était dans le magasin. Ouais. Et donc ça me permettait d'avoir un œil sur les vendeuses. Je voyais pas mon boulanger qui officiait au sous-sol. Et puis j'avais surtout un contact avec les clients. Avec les clients. Et ça, c'est peut-être une de mes qualités, c'est que j'ai adoré le contact. J'ai commencé à adorer le contact parce que, imagine-toi qu'auparavant, j'avais pas de contact puisque je voyais que le produit et les machines. Oui. Et quand c'est à ce moment-là que tu t'ouvres finalement à ce qui se passe autour de toi, quoi. Pétard, je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose jusqu'à 40 ans. J'adore le contact. J'adore les gens. Discuter avec les gens. Déjà, je suis bavard. Un peu. Hein ? Ça se voit. Non. Et puis, deuxièmement, j'aime partager. Ouais. Donc, mais tu le découvres sur le tard, finalement, tu vois ? Ouais, je le découvre à ce moment-là. À la quarantaine. Et j'avais plein de personnes qui, lorsque j'étais au four, venaient me trouver, discuter le bout de gras. Puis la boulangerie a ce site particulier, c'est que les clients viennent régulièrement, pratiquement tous les jours. Oui. Donc il se crée un contact, on partage un petit peu de leur quotidien, leur malheur, ils te parlent de tout et de rien, mais en fin de compte, t'as un contact, c'est plus... Quand tu vas acheter un jean, tu y vas deux fois par an. Moi j'y vais moins maintenant, hein, tu sais, vrai, il faut pas surcommenser. Il faut le recycler aussi. Oui, il faut recycler tout ça. Moi j'y vais une fois tous les 10 ans. La boulangerie, c'est pratiquement tous les jours, donc j'ai commencé à avoir des gens qui... Oui. Voilà. Et on comprend bien que dans tout le parcours que tu nous expliques, qui est déjà surprenant et un peu hors cadre, hein, on voit bien qu'il y a une curiosité chez toi et puis un appétit de challenge. Micro-challenge chaque jour. Tiens, aujourd'hui, je vais faire 10 baguettes de plus. Mais à quel moment ou alors, plutôt, combien de temps ton artisanat boulanger a duré? Combien de temps tu es resté artisan boulanger, c'est-à-dire quasi seul dans ta boutique, quoi? Moi, j'estime qu'il n'y a pas eu de rupture. Au bout un peu plus d'un an après que j'ai repris la boulangerie du Stade, malheureusement, la personne qui m'avait vendu cette boutique, dans une spirale d'échecs, dépression, etc., se suicide. Ça arrive. Et donc, troisième élément fondateur de l'entreprise, toujours Edmond Cotet du Moulin, qui est quelqu'un qui avait envie de pousser faiseur des jeunes. De roi. Ouais, il aimait bien. Oui. Donc il me dit, il faut que vous repreniez les deux boutiques de... Parce qu'il lui restait deux boutiques. Il lui restait deux boutiques à Pascal. D'accord. Mais je dis, mais attends, moi j'ai plus de sous. J'ai tout mis dans la première. Ouais. Ça m'étonnerait que les banques me prêtent de l'argent pour racheter deux autres boutiques. Oui, tu avais déjà emprunté pour la première. Et puis, j'avais encore pas fait mes preuves. J'avais juste un bilan. Ouais. Et puis, je te dis, le bilan, j'avais même pas de quoi me payer. Encore une fois, c'est ma femme qui me nourrissait et me logeait. Donc, tu ramenais bien le pain à la maison, quand même. Oui, j'avais le pain. Ouais, quand même. Et un petit peu de pâtisserie le dimanche. Quand même, tu vois. Il y a des avantages. Mais bon, à nouveau, ta les femme... Les 2 premières années, je me paye pas. Normal, comme toute personne, il faut s'attendre quand on crée. Non, voilà. Dis-le ça, parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Il y a quelques sacrifices à faire et c'est bien d'avoir, comme disaient certains, une roue de secours. Ouais, pour remplir le frigo. Pour remplir le frigo, pour payer le loyer, etc. Parce que les 2 premières années, ça a été difficile. Ouais. Pas difficile, c'est un sacrifice que tu es prêt à faire, tu sais que ça passe par là, etc. Bon. Et donc, Edmond me dit, ça serait bien que tu reprennes les 2 autres boulangeries avec Paul Crépilla. Donc, ton copain de la croustillante avec qui tu fais du vélo. Voilà. Pas le dimanche, du coup, parce que les boulangers, ça bosse le dimanche. Quand est-ce que vous faisiez du vélo? Pardon. Quand tu commences à 4h du matin, ça arrive souvent de finir à midi et demi et puis de pouvoir aller faire du ski parce que je suis comme venu dans la région pour profiter. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu parce que là, c'est quand même intéressant ce que tu racontes. Enfin, depuis le début, c'est intéressant, mais là, c'est un moment clé dans la vie de ton entreprise. Edmond, ton comptable, te dit... parle-en avec M. Grépilla, avec Paul. Oui.
Et puis, je vais te dire, on en viendra après, parce que j'ai préparé mon truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Parce que depuis des années, je professe toujours les mêmes choses. La chance. Oui. Les rencontres. Elle a bon dos, la chance. Ouais, la chance. Mais bon, moi, j'estime que j'ai eu énormément de chance. J'ai fait les bonnes rencontres. Au bon moment. Au bon moment. L'environnement qui était favorable. Ouais. Faut savoir que chez Auchan, mon premier patron était le créateur de Flunch. Voilà. Et ce monsieur qui est mort aujourd'hui, parce que je voudrais lui dire merci, il m'a sorti un jour sur un marché en progression, même les imbéciles réussissent. C'est vrai. Et ça a toujours été une maxime dans ma vie, parce que c'est pas la peine de s'accrocher des médailles, de se prendre pour ce qu'on n'est pas, etc. Quand on est sur des marchés qui progressent, il n'est pas très difficile de réussir. Or, c'est pas la maxime qui est la plus importante. Ce qui est la plus importante, c'est que même si on réussit, il faut rester humble. Et pas de se prendre pour... voilà. Pour ce qu'on n'est pas. Pour ce qu'on n'est pas. Donc pour un autre. Ou pour un autre. Donc, quand tu as le patron, enfin le gars qui a créé Flunch... Je suis d'accord avec ça. D'accord, qui te dit ça, quand tu as 25 ans, tu comprends pas forcément. Mais toi, là, à 40, tu comprends. Voilà, quand tu en as 42, que ça commence à marcher pour toi, tu te dis, ah bah ouais, finalement, je suis arrivé dans une région qui est en forte progression. Voilà. 5000, je crois, c'est 5000 arrivants, nouveaux arrivants par an. Ouais. Donc on est sur un marché en progression. Et si tu as envie d'y aller, si une fois que tu as les bonnes rencontres, la chance, tout ça, et puis que tu as envie de faire, et puis que tu as suffisamment de curiosité, de courage, etc., ça se déroule, ça va. Je pense pas avoir été exceptionnel, j'ai juste suivi un mouvement qui m'attirait. Donc je reviens à Edmond, il me dit associe-toi avec Paul Grépillat et vous rachetez les 3 boulangeries. Pourquoi pas ? Voilà. Donc Paul Grépillat était un homme... et Paul Grépillat est un gars particulier qui était dans son petit coin à Évian, qui avait déjà une réussite puisqu'il avait 2 boulangeries. Très belle réputation. Une très bonne réputation, un pain superbe. Et puis il avait envie, lui, il avait une case à remplir avant d'arrêter. Il voulait installer quelqu'un. Il voulait favoriser l'installation de quelqu'un. D'accord. Il estimait aussi, comme moi, que les cieux avaient été favorables, donc on devait partager. Il voulait rendre. Ok, très bien. Ça, c'est très important dans l'esprit, parce que ça explique beaucoup de ce qu'il a fait avec moi. D'accord. Donc il m'a installé, il m'a permis de m'installer, tout en me disant, moi j'en ai déjà 2 de là-bas, tu te débrouilles. Alors, donc toi, tu te retrouves de boulanger de quartier, on va dire comme ça. Avec 3 boulangeries. Il n'y a rien de péjoratif, d'un coup avec 3 boulangeries. Et là, comment on fait ? Alors, Paul m'a évité de faire des erreurs, il m'a donné des pistes. Parce que lui, il avait déjà 2, lui. Ouais. Donc, il savait déjà comment il fallait livrer entre les boutiques, tout produire au même endroit, etc. Donc il m'a donné ses pistes. Il m'a permis de ne pas faire trop d'erreurs. Parce que quand tu explores, j'aurais pu prendre des choix qui auraient été rédhibitoires et les supporter pendant de longues années. Alors que là, il a joué son rôle de mentor à plein. Ouais. Il a joué son rôle de mentor. Il n'est pas venu m'aider physiquement, parce que nombre de fois je me suis retrouvé dans la mouise, il m'a dit tu te débrouilles. Merci l'associé. Voilà, c'était des fois un peu dur, surtout quand c'est le jour de l'an. Oui, mais c'est formateur. Quand tu as un boulanger qui n'est pas venu au boulot, parce qu'on était ouvert 365 jours par an, bien sûr. Boulangerie, évidemment. Le même jour, tu as ton boulanger qui vient pas, tu as le chauffeur qui est complètement bourré et qui est incapable de prendre de la veille. Là, dire, t'appelles Paul, dis débrouille-toi. Ouais, ok. Dur. Donc, Françoise prend les clés du camion, à nouveau. Et vas-y. À peu près. C'est à peu près ça. Ouais. À peu près. Donc, on est passé à travers tout ça. Et puis, une fois que les 3 fonctionnent, tu te dis, mais attends, ça, c'est la spirale de la réussite. Tu te dis, ça marche, pourquoi j'essaierai pas plus ? Bon,
Tant que je gagne, Ouais. je joue. Tiens, c'est le mec qui joue à la roulette. Oui. Là, tu y es. Tant que je gagne, je joue. Ouais, voilà. Donc, je trouve la 4e à Dranse, avenue de la Dranse, c'est la Marbrerie. Ouais. Il faut quand même avoir l'idée. Alors là aussi, il y a un peu de chance. Là, on parle de l'avenue de la Dranse à Thonon, où d'un coup d'un seul, Philippe Beignet, ici présent, se dit, il y a une Marbrerie à l'époque. Hein. Ouais. Tu passes devant, je sais pas comment ça se passe, tu passes devant et tu te dis, tiens, je mettrais bien une boulangerie à la place. Je vois un gros parking en terre battue. Ouais. Je vois un bâtiment pas fini, etc. Non. Je me dis, ça ferait une belle boulangerie. Et encore, c'est la chance de celui qui n'est pas de la région. Pourquoi ? Parce que cette route, un jour, c'est le père de Nicolin, Thonon-Gourmand, qui me rencontre et puis il me dit, t'as entendu parler, là, il y a un boulanger qui veut s'installer dans cet endroit-là. Là. Il parlait de toi. Puis moi, je dis rien. Je dis rien. Bon ouais, non, mais il est complètement con, le mec. Il n'y a jamais eu de commerce. Dans cette rue-là. Il n'y a jamais rien eu. Parce que, pourquoi ? Parce que pour les Thononnais de souche, l'avenue de la Dranse, c'était celle qui menait... Aux stations. Et puis attends, il y a toute la zone industrielle. Oui, voilà aussi. Oui. La vieille zone industrielle où il y a Promocash maintenant derrière. Pour eux, c'était pas une zone d'habitation, etc. Aujourd'hui, ça s'est transformé en zone d'habitation. Mais à l'époque, c'était pas... Ouais. Et toi, comme t'es pas du coin, moi, comme je suis neuf, naïf... Donc ça, c'est important ce que tu dis. Toujours conserver son regard neuf. Oui. Hein ? Ça, c'est important. Et c'est pour ça que les gens, souvent, qui ne sont pas du cru, réussissent là où les autres n'ont pas essayé. Ouais, exactement. Non, mais tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc là, tu vois ce truc-là, qu'est-ce que tu fais ? T'achètes direct et tu fais ta boulange. Voilà. Qui est aujourd'hui une sacrée belle réussite. Hein. Et en fait, on rachète un gros bâtiment pour pouvoir concentrer sur un même site la fabrication. Parce qu'on était toujours au sous-sol de la boulangerie du Stade pour les 3 boutiques. Donc avenue de Genève. Hein. Et là, c'était... avenue Gérald de Gaulle. C'était contraint, là. Et c'était contraint, c'était serré. Les gars, on passait par un ascenseur. Waouh. Ouais. Quand l'ascenseur était en panne, on remontait toutes les baguettes... À la main. Ouais. Donc, et puis ça, tu l'as pas fait 6 mois. Enfin, je veux dire, ça a duré... on a ouvert Dranse, l'avenue de la Dranse en 2006, si je me rappelle bien. Ouais, donc... on n'a pas trop duré quand même. Ouais. Ah non, je dis une bêtise. On a racheté en 2006 le magasin. Oui. Mais pour contenter les banquiers, j'ai pas fait l'atelier fabrication. Tout de suite. Bah non, parce que le banquier, lui, il a toujours peur. Il veut du chiffre. Bah oui. Combien tu vends dans ta boutique ? Et après, on verra. Donc on a déjà fait le magasin. On a continué à produire au sous-sol pour 4 magasins jusqu'en 2010. Ouais. Et là, seulement 4 ans après, on a fait le... l'ascenseur de l'avenue Général de Gaulle, il en a vu passer de la baguette, lui, pendant ce temps-là. Et donc là, tu arrives quand même à mettre plus de place, à pouvoir installer tes équipes comme il faut. Et on part au tout début que tu rachètes. Vous êtes combien ? 3, 4, c'est ça ? 5 peut-être ? J'avais 4 vendeuses... et 3 producteurs. Donc vous êtes 7. 7 avec moi 8. Toi, mais toi, t'es pas payé, alors tu comptes pas. Ouais, mais je cuisais quand même tout le pain. Et toute la pâtisserie dans le même four. Oui. Donc vous êtes 7, 8 au départ. Et là, en 2010, donc du coup, à l'avènement et aux travaux de Dranse, vous êtes combien à ce moment-là, tu te souviens ? Plus d'100. Ah, pas, c'est pas Oui. Tu vas casser mon effet pour la 25, fin. 25. Et aujourd'hui, tu l'as dit déjà, vous êtes une centaine, 105, 110. Voilà. Ouais. Donc c'est parti de 7, 8. Parce que toi, je te compte pas. Le patron, on sait bien, il compte pour du beurre. Surtout dans la boulangerie, si j'ose dire. Le prix du beurre aujourd'hui, ça compte. Ça compte. Donc vous êtes 8 au départ. Et là, aujourd'hui, plus d'une centaine. Donc on peut déjà voir qu'il y a un semblant de réussite, quoi. Rien que socialement. Ah oui. Ah non, mais je suis très fier. Ça fait partie des objectifs qu'on doit avoir en tant que patron. C'est pas se donner forcément des moyens, c'est d'apporter du travail aux autres. Comme il faut. Ah oui, bien sûr. Et dans les meilleures conditions. Ouais. Je pense que si on n'a pas ce... Voilà. Chacun son truc. Et donc, en 2010... tu fais ton atelier là-bas, que tu as pensé toi, que tu as imaginé toi, que tu as conçu. Hein. Avec l'aide de Paul, je ne suis pas seul. Oui. Et, parce que Paul est toujours avec toi à l'époque. Paul est toujours avec moi. Ouais. Et donc là, 4 boutiques, tu te dis c'est bon, j'arrête là. Bah non.
Les joueurs. Ben non, mais très vite, tu te dis non. Très vite, tu renifles quand même, savoir si tu trouves une nouvelle opportunité. Oui, parce que, comme je te l'ai dit, dans toute ma vie, ce qui était important, c'était le projet. Ouais. Quand les choses ronronnent... Tu t'embêtes ? Je m'embête. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu veux toujours en avoir plus ? Non, c'est pas en avoir plus, ça sert à rien d'en avoir plus pour en avoir plus. C'est des projets pour t'occuper. C'est le projet qui est important. Ouais, bien sûr. C'est de créer, c'est de monter, d'améliorer. Parce que chaque fois qu'on a quelque chose de plus, on essaie de le faire mieux. Alors des fois, il y a les contraintes du bâtiment, mais on essaie de tester autre chose. Mais même si tu as centralisé la production à cette époque-là sur ta boutique de l'avenue de la Drance, ça reste une production artisanale. Alors, on n'a pas changé. Les méthodes de fabrication. C'est du pain artisanal. Oui, totalement. Parce que ce que je faisais avant, c'était du pain en 1h30, 2 heures. Il y a fort longtemps, quand tu es dans ta première vie. Voilà. Avant de reprendre une boutique, je fais du pain en 1h30, 2 heures. Ouais. Aujourd'hui, avec 9 boutiques, je fais toujours du pain en minimum 18 à 24 heures. Ouais, mais vraiment sur un process artisanal. Mon facteur limitant, c'est toujours la cuisson sur un four à sol où on n'arrivera pas à baisser, on n'arrivera pas à avoir une productivité meilleure que 200 à 250 baguettes à l'heure. Ouais. Alors qu'avant, je cuisais 5000 baguettes à l'heure. Oui, mais c'était... Voilà. C'était autre chose. On reste sur des principes qui sont... On pétrit lentement. C'est-à-dire que la vitesse maximum de pétrissage, c'est 60 tours minute. Il faut savoir qu'avec des process industriels, on monte à 250-300 tours minute. Ah oui. D'accord. Ouais. On fait des pâtes en 5-10 minutes. Moi, je fais une pâte en 20 minutes. Oui. Donc, on est bien là-dessus, quoi. On reste sur des principes... artisanaux. Voilà. On laisse pousser la pâte en cuve ou en bac 24 heures, 18 heures, entre 18 et 24 heures, entre les premières et les machins. Après, on les laisse reposer et on va les cuire sur un four à sol et pas dans un four ventilé. Four à sol, c'est un four avec de la pierre. Avec de la pierre en bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, puisqu'on est en train de parler de ça, il y a aussi un truc qui est important chez toi, enfin, en tout cas dans ton état d'esprit, il me semble, c'est la farine. La farine, moi je travaillais en Indus avec des farines qui venaient de là où elles étaient moins chères, parce que c'était des achats industriels, donc un coup par-ci, un coup par-là. C'était généralement de la T55, c'est une farine très raffinée. Plus le chiffre augmente, 65-80, moins elle est raffinée. C'est un peu illogique d'aller dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, plus on s'aperçoit que c'est qualitatif. Parce qu'il n'y a pas que de l'amidon et de la protéine. Plus les chiffres augmentent, plus tu auras de fibres, plus tu auras de vitamines, plus tu auras de minéraux, etc. Et plus aussi tu auras, au lieu d'avoir de l'amidon tout simple, qui est une longue chaîne de sucre, etc., tu auras des éléments comme les galactomananes. Enfin, je veux pas faire de chimie, mais tu auras des éléments qui vont être bon pour la santé, métabolisé par le levain, par les bactéries. Parce que, encore une fois, ce qui peut différencier le pain d'un artisan de l'industrie, c'est qu'en industrie, jusqu'à il y a quelques années, on n'utilisait que de la levure. Et pas du levain. C'est être vivant très mystérieux. Le levain, c'est quelque chose, c'est le nirvana, c'est le Graal de l'artisan. Parce que c'est quelque chose qui est totalement naturel, mais qui est difficile à conserver. Et à maintenir en vie, quoi. Enfin, en gros. À faire se reproduire, etc. Donc, quand on commence à y arriver, on maîtrise. Ouais. Et donc ça, toi, tu as ton levain. Et on a toujours utilisé du levain. Par contre, il y a quelques années, c'était pas la mode. On n'en parlait pas. Oui. On avait même des gens qui disaient non, le pain de levain, je le digère pas. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les gluténo-intolérants... Oh mon Dieu, c'est difficile. Mais tu l'as bien passé. Félicitations. On s'aperçoit que le levain est essentiel. Bien sûr. Il y a aussi tous les principes des personnes qui ont du diabète.
On parle de plus en plus aujourd'hui, j'ai même entendu l'autre jour à la télé, c'est Édouard Leclerc qui parlait d'indice glycémique. Oui, bien sûr, l'indice glycémique. Ouais. Voilà, et ben l'indice glycémique avec des pains artisanaux, il est bien plus élevé que des pains industriels. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des farines qui contiennent plus de fibres, on a des amidons qui sont plus complexes dans leur ramification, donc avec on va avoir besoin d'une activité enzymatique qui va durer plus longtemps, et on va digérer ce pain mieux. Bon, voilà. Au lieu d'avoir un gros apport de sucre complexe, on va avoir quelque chose qui va se libérer petit à petit. Donc, tout ça montre bien qu'on est, même avec 9 boulangeries aujourd'hui, c'est mon ADN. On reste quand même sur quelque chose d'extrêmement artisanal. Ah toutes les visites que l'on a faites aussi bien jusqu'à maintenant, en boulangerie qu'en pâtisserie. Ouais. Mais tu n'en restes pas là, donc. On est bien à Dranse, on est pas mal, mais toi tu cherches encore. Bah oui, parce que je me dis que toujours le projet, il y a Amphion qui arrive au rond-point. Me dit que finalement on va faire la liaison. Alors au rond-point lequel, parce que à Amphion, donc le rond-point du jet d'eau. Voilà, au bord du lac. C'est vrai que la genèse. Et puis Amphion, c'était un peu une fierté aussi pour toi. C'est par là que tu es arrivé dans le Chablais. Oui. C'est par là que j'ai découvert la dandoche. Oui. En me retournant depuis la plage. Non, je sais pas pourquoi c'est lui. Est-ce que j'avais envie de faire la jonction avec la croustillante ton copain d'Évian ? Je me suis dit, on va occuper le terrain. Amphion, c'est particulier. C'est pas celui que j'ai le plus désiré. C'était une nécessité. C'est arrivé un peu comme ça. Voilà. C'était nécessaire. C'était une nécessité. Et puis, quand je parle de désir, celui qui m'a qui me fait le plus désirer, enfin celui qui me fait vibrer, c'est publié. Ah oui. Parce que là, je pense qu'on a fait quelque chose qui était joli. Donc là, en face de la mairie. Ouais. Et là, c'est un gros travail sur ce. Alors là, c'est un gros travail, mais encore une fois, je tombe sur un gars qui est pas mal, une bonne rencontre, Yves Grillet. Architecte de son état. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il venait de... Ça faisait pas longtemps qu'il était architecte des PLG. Ah oui. Parce qu'avant, il était architecte d'intérieur. Oui. Et puis, c'est un de ses premiers gros projets esthétiques, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un sens de l'esthétisme abouti. Et il me dessine une boulangerie tout en conservant le maximum de pierres de la façade. Bon, ça va. Ça a été un projet génial. Et puis, ça parlait aux gens de publier, parce qu'ils avaient conservé la maison. La maison, oui. Il y en a même qui sont venus me voir, ils me disent « Ah, mais moi j'ai habité la maison. Là, au-dessus, là, dans la fenêtre, là, c'était ma chambre. » Ah super. Maintenant, il n'y a plus de chambre, monsieur. Non. Je vous rassure tout de suite. Ouais, donc celui-là... Alors, évidemment, quand on est un père de famille comme toi, on aime tous ses enfants pareil. Mais tu es en train de me dire que évidemment, je ne parle pas de tes vrais enfants, je parle de tes boutiques. Tu me dis qu'il y en a pour lesquels tu as plus souffert, tu as mis plus d'attention, ça a été plus compliqué. Notamment celle-ci, celle de publier. Voilà. Alors, j'ai pas énormément souffert, mais... non, mais enfin... Tu as compris ce que je voulais dire. Ouais, c'est un pari, mais en même temps... avec quelqu'un comme Yves qui pousse au truc et qui te dit on va faire quelque chose de chouette, etc. Voilà, tu peux t'éclater. Et là, tu t'es éclaté. Voilà. Et si tu veux, après, il y a une notion de faire du beau. Alors, il y a un intermède. Je récupère Evian. Mon associé décide d'arrêter. Enfin, il m'a quitté déjà un petit peu auparavant. Il m'a quitté auparavant parce que problèmes familiaux, il se recentre, voilà. Et donc, on ne s'est pas rentré bon terme. On fait toujours du vélo ensemble. On est toujours C'est copains. un signe. Ah ouais. On part régulièrement se faire des... Mais donc, tu reprends ses parts et bon, pour moi, c'était évident que je lui permets de se retirer dans de bonnes conditions en lui rachetant sa boutique. Mais si tu veux... Evian, c'est pas mon bébé. C'est le sien. C'est le sien. Mais c'est pas le mien. Ouais.
D'accord. Donc, lui, ça a été l'accomplissement de sa vie, parce qu'il faut savoir que ce magasin, c'était un magasin de vélo avant. Toujours le vélo. Ouais, c'était un magasin de vélo, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Il l'a transformé en boulangerie, ça lui a permis d'éclater, etc. Oui. Moi, c'est un magasin qui a moins de peps, etc. Tu as moins d'affect aussi Voilà. avec lui. C'est pas ton projet. Oui, j'ai compris. D'accord. Ouais. Ce qui va devenir mon projet, mon projet suivant, c'est Saint-Paul. Ouais. Ça a été compliqué. Bah ouais. Mais en même temps, Saint-Paul, c'est génial parce que tu vas voir le maire, tu lui dis je voudrais bien mettre une boulangerie à Saint-Paul. Et puis il se fout de toi, il dit non mais ça va pas, non, on vous a il s'est amusé avec moi, surtout c'est un marrant, je l'adore, parce qu'il est capable de te retourner. De te retourner comme ça. Il me dit, mais attendez, monsieur Beignet, on vous a fait un appel du pied, vous avez jamais répondu. Ah bon? Quel genre d'appel du pied? On avait un bâtiment là juste en face de la mairie, on prévoyait de mettre une boulangerie dedans, vous avez jamais répondu, maintenant il y a quelqu'un d'autre qui veut s'y mettre, c'est trop tard pour vous, et puis votre histoire là de vous mettre sur l'axe principal, n'y comptez pas. Pas question. Parce que je connais personne qui voudra vendre un terrain pour mettre une boulangerie à cet endroit-là. Bon. Il me dit, par contre, si des fois la personne qui s'est positionnée pour mettre une boulangerie à Saint-Paul n'y arrive pas, je vous fais signe. Ok. Mais t'avais vu ces appels du pied, toi? Non, rien. Ah non, ça fait partie des mails qui de temps en temps atterrissent dans les spams et qui bouleversent ta vie. Mais dans le mauvais sens, tu les as pas vus. Bon bref, le gars le fait pas à Saint-Paul. Un mois après, il n'a pas la chance d'avoir, je sais pas, son prêt ou autre chose. Ou il a renoncé. Je ne saurais jamais, j'ai pas eu le contact avec lui. Et le maire m'appelle et me dit, voilà. Ça y est, ça vous c'est servi sur un plateau. C'est pour vous. Donc tu y vas. Bien sûr. N'écoutant que ton courage. Ou mon inconscience. Ouais, mais c'est bien. Il y a un truc qu'il faut écouter en tout cas. Voilà. Il faut être un peu inconscient. Ça a été un peu, ça a été un peu long à se décanter, tu viens de le dire. Et puis une fois que tu as eu le go, alors ça a été encore long à produire, enfin à sortir de non. Et puis en plus, si tu veux, ce qui est cette même année-là, on fait Saint-Paul et Vongy. Oui, parce qu'il y a quand même un truc dans ton histoire. Donc 2010, c'est une date marquante, on vient de le dire, enfin tu viens de le dire, sur la boutique de l'avenue de la Drance, qui était devenue ton... 2006, l'avenue de la Drance. Oui, mais 2010 en Fion, 2012 Publié. 2010, l'atelier de l'avenue de la Drance. Je parle de l'atelier, là, de ton atelier, c'est important parce que voilà... Tu reprends du souffle, etc., etc. Mais ça devient très vite à nouveau petit. Ah bah oui, parce que c'était prévu pour 4. Et c'était prévu pour 4. Et à force de... Et donc, tu as un très gros projet, enfin, c'est un très gros projet, mais qui est sorti de terre depuis, je rassure nos auditeurs, en 2019, c'est sorti de terre, c'est Vongy. Et donc, tu mènes de front Vongy, qui deviendra le vaisseau amiral du fond de l'île du Chablais. Voilà. Avec le siège social. La boulangerie. La viennoiserie. Puis manque de peau, on croyait qu'on allait être les rois du pétrole, on pensait qu'on avait suffisamment de place. Sur les plans, ça paraît toujours assez grand. Ouais. Toujours aussi grand. Et t'as pas pu mettre la pâtisserie. Et puis j'ai pas pu mettre la pâtisserie. Dis donc, qu'est-ce qu'il avait, ton architecte? Il avait un truc dans l'œil ou quoi? Il a pensé au confort des personnes administratives. Et il a bien raison. Voilà. C'est très important. Je peux encore mettre quelques administratifs, elles auront encore de la place. Donc du coup, tu as dû laisser la pâtisserie à l'avenue de la Drance. Voilà. La pâtisserie qui était avant au rétro est venue à l'avenue de la Drance, la boulangerie est venue à Vongy. Voilà. Et la viennoiserie aussi. Tout ça est très organisé. On n'arrête pas de déménager. Ouais, mais en même temps, ça reste une production artisanale. En même temps, on a récupéré le dernier terrain de cette zone. On sait quelle est la pression foncière. Ouais. Les grands terrains, ça n'existe pas. Ouais. On prend ce qui nous reste. Donc, à Vongy, dans la zone industrielle de Vongy, au petit rond-point là, qui est situé effectivement à l'entrée, hein, c'est l'entrée de la zone quand on rentre depuis Thonon. Donc là, il y a ce bâtiment, c'est pareil, c'est pas rien quoi, à construire. Ah ben oui, c'est encore un sacré pari. Encore une fois, je suis fidèle
Déjà, et Françoise. Oui, oui, Françoise, tu nous écoutes. Parce que depuis, on a oublié un passage, mais elle est venue me rejoindre, elle a quitté son emploi, son boulot dans l'éducation nationale. On s'est bien douté qu'au bout de 4-5 boulangeries, les allers-retours au collège... Surtout, elle s'est trouvée une vocation. Ouais. Parce que s'occuper des vendeuses et alors maintenant c'est plus mixte, mais à l'époque il y avait essentiellement des femmes et s'en occuper, être l'interlocuteur de femmes, c'était peut-être plus facile qu'avec moi. Ah. Ouais, je sais pas. Hein. Puis moi j'avais une double casquette. J'ai toujours gardé ce côté produit, production. Oui, toi c'est ça que t'aimes bien les gens, mais t'aimes le produit toujours. Ouais. Puis je menais les projets, machines toujours aussi. Donc Françoise a fait le lien avec les vendeuses et toute son action qu'on a menée ces dernières années, qui ont été la formation. On a fait énormément de formation, énormément de structuration au niveau des magasins. C'est son œuvre, c'est pas la mienne. Non. Parce qu'encore une fois, j'aurais pas pensé aussi bien qu'elle. Ouais. Vous êtes un vrai binôme. Voilà. Mais c'est important ce que tu dis aussi, parce que il y a, et toi, on voit bien que c'est ça qui te passionne, hein, je le disais au tout début, la pâte à pain, c'est formidable et c'est ta passion. Mais toi, la production, c'est ta passion. Voilà. Toi, produire, faire des choses bien, comme il faut, dans les règles, pour que toutes les boutiques soient bien achalandées, que tout le monde tout ça, c'est ton truc. Mais il y a aussi, et tu l'as dit, puisque vous êtes passé de 8 au départ à plus d'une centaine aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est autour de l'humain, du management, de comment est-ce qu'on fédère les équipes, etc. etc. Et ça a été une découverte pour moi. Bah oui. La première découverte, c'est d'avoir des clients et de me rendre compte que finalement, j'aimais bien le contact client. Ouais. La deuxième découverte, c'est de m'apercevoir que l'humain, il était éminemment plus important dans la réussite d'une société que les machines. Pourquoi moi j'ai réussi à rester artisanal tout en ayant 10 boutiques? C'est parce que je connaissais les machines, tout en ayant le même objectif de rester artisanal. Tu gagnes de la productivité, tu fais des choix en matériel. Moi, changer de bécane, j'ai déjà changé en 20 ans, j'ai changé 3 fois de bécane qui me fait du pain. D'accord ? Tu choisis toujours plus gros, plus... Voilà, ça c'est rien, c'est pas bien important. Non. Par contre, les gens que tu mets autour... Et là, sincèrement, je le pense, aujourd'hui, je me serais planté. Ouais. J'avais pas cette fibre-là, j'avais pas cette qualité-là. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a permis d'être là, parce que c'est quand même elle qui a généré les rapports avec le cabinet Chevalier, avec l'OPCO, pour faire les formations, pour faire monter les gens, faire grandir les autres. Faire progresser. Il faut avoir un esprit d'enseignant. Françoise. Bah ouais, encore une fois. Mais la fanfouette. La fouaise. La fouaise, j'ai pas osé le dire. Mais... Ah bah si, elle sait. Et du coup, qu'est-ce que t'as dans ton petit machin là? Alors, tu nous parles, tu nous dis depuis tout à l'heure. Bah oui, parce que... je vais vous dire un secret, un scoop, quelque chose. Je sais pas si tu as vu, je me suis rendu compte en lisant il y a 4-5 mois, je suis abonné aux Échos, je me fais un plaisir de lire les Échos tous les matins. Bah, ça te fait plaisir. Voilà, puis un jour, je tombe sur un article du syndrome de l'imposteur. Ah mon Dieu, t'as ça toi? Eh ben, je crois que oui. Finalement, c'est ce qui a motivé toute ma vie. D'accord. Ouais. Toute ta vie, tu t'es dit, et tu vas voir que je vois de quoi tu parles, ils vont bien se rendre compte que je suis nul. Bah ouais. Non, je pense que demain, ils vont s'en rendre compte. Là, bon, aujourd'hui, c'est passé, mais demain, là... Si tu veux, depuis qu'on m'interroge, on me dit, c'est pas mal ce que tu as fait en 20 ans, c'est pas mal ce que tu as réussi, etc. Faut quand même se le dire, hein, Philippe. Et tu vois, moi, je suis tombé sur ce schéma-là. Et puis, ça résume pas mal tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Bah, finalement, on aurait dû mettre que ça. Bah ouais, c'est pas la peine de parler pendant une heure. Le syndrome de l'imposteur. Alors, si j'ai réussi... Alors, qu'est-ce que je t'ai dit ? Raconte. Voilà, syndrome de l'imposteur. Si j'ai réussi, c'est le gars qui te dit, si j'ai réussi, premièrement, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que je t'ai dit au début ? Tu as eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Deuxièmement... Le timing a joué en ma faveur.
Tu me l'as dit aussi de nombreuses reprises. Ensuite, le tout petit. Là, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu grâce à moi. Ça, c'est l'humilité. Voilà. Toute belle fortaise. Ils ne se sont pas encore rendus compte que je suis une fraude. Ça c'est moi. Ça. C'est tous les jours, je me dis. Non, mais surtout, tu as oublié un truc vachement important. Attends, je l'ai pris dans un sens. Ah oui, tu vas dans le sens des aiguilles. Il me croit plus doué que je ne le suis. Ça, c'est clair. Et le fameux « j'ai rencontré les bonnes personnes ». Donc, tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais bon, je m'en sors très bien. Comptes-tu en guérir? Non. Jusqu'à maintenant, il y en a qui... Alors, dans cet article des Échos, là, comment traiter le syndrome de l'imposteur, comment en sortir, etc. Bah, finalement, moi, ma conclusion, c'est de dire que c'est pas la peine d'en sortir parce que ça, j'ai pas l'air malade. Non, t'as pas l'air ni malade, ni finalement, ça t'a pas empêché de bien réussir. Ça t'a pas empêché de te rendre compte que tu avais eu de la chance. Ouais. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de minimiser sa part personnelle dans le... Ouais. Je veux dire, nécessairement. Oui. Toi, tu le fais naturellement, toi. Ouais. Tu l'as toujours fait naturellement. Et puis, je me suis jamais pris pour un type très intelligent. Je me suis jamais pris pour un type qui avait inventé la poudre. Je me suis jamais pris... La farine, à la limite. Si tu veux, à chaque fois, j'ai loupé des choses. Ouais. Non, mais j'ai pas pris les bonnes décisions quand mon ex-patron m'a proposé 10% d'épargne. Tu regrettes ça? Ah bah non. Non. Tu regrettes pas aujourd'hui. C'est je m'en sers pour dire, finalement, le mec, il est pas clairvoyant parce que... Les vertus de l'échec. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Tout à fait. Les vertus de l'échec. Et puis, j'ai loupé des tas de choses. Mais à un moment, tout m'a souri. Même ta femme. Et alors, le plus gros projet que tu as là, pour les quelques mois, années qui viennent? Alors, le projet qu'on a actuellement, c'est qu'on est en train de racheter le terrain voisin de celui de Vongy. Le Stade Moina. Un petit bout. Et puis, de continuer à rassembler tout sous le même toit. Tu veux ramener ta pâtisserie, on va ramener la pâtisserie ta production de pâtisserie là. Et au lieu d'avoir 150 mètres carrés pour les gars, ils en auront 400. Bon. Ce qui fait qu'on continue dans la même démarche, d'accord ? C'est toujours avec des pâtissiers, des gens qui savent faire, dont c'est le métier. Des gens qui vont se former, parce que j'ai parlé de formation tout à l'heure, c'est essentiel. Ouais. Moi, mes gars, j'en envoie 3 ou 4 à l'ENSP chaque année, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, à Saint-Jean, où ils vont faire des stages, etc., avec des Michalak, des MOF, etc., des champions du monde, et ils produisent de la même manière qu'avant. On ne fait pas les choses... Par contre, on produit en série. Au lieu de faire 3 éclairs le matin... Ou 2 tartelettes. Et 2 tartelettes. Aujourd'hui, on fait 300 éclairs. Bon, voilà. C'est pour ça que j'étais furax cette semaine. Il y a un client qui a mis sur Google, je sais pas quoi, là. Sur Google, qui a mis avec ses éclairs congelés. J'ai mangé un éclair congelé. Oh, toi, t'as mangé... Lui, il a failli manger la feuille de match, hein. Ouais. Parce que je vais aller le chercher, celui-là. Si j'avais son nom et son adresse, monsieur, j'irais le chercher le matin. On sait qui vous êtes. Et j'irais l'amener tous les matins parce qu'il y a des pâtissiers qui tournent en 3-8. Si je faisais du surgelé, j'aurais pas besoin d'avoir des gars qui font les 3-8, 7 jours sur 7. Donc il a été déçu par un produit, ça arrive. Moi, voilà. Ça peut arriver. Ou même une relation, parce qu'il parle, la vendeuse n'a pas été si badée. Ok. Si en plus il veut le sourire de la crémière... Mais ça arrive. Je veux dire, non, mais évidemment que ça arrive. Mais bien souvent, le gars se plaint d'un produit alors que c'était une mauvaise expérience relationnelle. On peut pas laisser dire que tes éclairs sont surgelés. Non. Tu viens de nous prouver que tu ne surgèles. Ça, je peux pas. On peut pas. Parce que mon côté produit. Ah oui. Et c'est là qu'on voit que tu es encore, au fond, un artisan. Bon, ça entier, ça je le sais. Moi à titre personnel, je le sais. Mais Vincent aussi le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un commentaire sur Google, encore aujourd'hui, alors que la réussite, elle est quand même si elle n'est pas du tout due à toi, je te rassure, c'est vraiment dû à tous les autres, à tous les autres points explicités ci avant. Un commentaire sur Google négatif comme ça te met encore en rogne, quoi. Ah oui. Ah ouais.
Ah non, parce que en plus, et si le gars, tu l'avais sous les yeux, je te connais un peu, donc je sais comment tu ferais, c'est que pendant 2 heures, tu lui expliquerais pourquoi sa théorie est fausse. Mais bien sûr. Je veux pas être méchant, mais je vais l'emmener. Et tu lui montrerais tout. Et puis, je lui dirais que c'est une iniquité de dire ça. Parce que congeler des éclairs, avec le prix de l'électricité en ce moment... Oui, c'est pas le meilleur. C'est ridicule. C'est pas le meilleur. Ça sert à rien. Donc là, du coup, toi, tes gros projets à venir, et je pense que ça va t'occuper quand même un petit moment, là, c'est de rajouter quelques mètres carrés là, pour avoir toute ta production... Alors maintenant, j'ai une chance... Encore une, toujours de la chance. C'est que j'ai quand même un gamin qui est intéressé comme moi, qui est pas mauvais, qui est vraiment pas mauvais parce que il s'occupe de toute la production et il a des idées. Et puis je pense que, encore une fois, si tu veux, quand tu as cet entourage-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu travailles toujours en famille, hein, évidemment. Donc avec Françoise, hein, la connue, hein, la Fouaise, hein, pour ceux qui la connaissent pas. Françoise. Et puis il y a ton fils, donc c'est Thibaut, hein, c'est ça. Thibaut qui a rejoint 6 ans, qui a rejoint l'équipe depuis 6 ans. Et puis aujourd'hui, il est chef de production. Il est responsable de production. Responsable de production. On n'a pas besoin d'étiquette directeur. Pas dire directeur, ça sert à rien chez nous. Non. Mais il est responsable de production. Responsable de la prod. Donc c'est lui qui, avec le pâtissier, le chef pâtissier, va nous sortir tous les nouveaux produits parce que moi j'interviens plus à ce niveau-là. Non. Toi, maintenant, je donne une idée. Toi, tu parles dans les médias maintenant. Je commence à être out. Ouais, toi, tu fais du vélo et tu parles dans les médias. Voilà. Et tu lis les Échos. Et puis Google Business. Et puis les étoiles sur Google toute la journée. Alors maintenant au bureau ils me disent vous lisez pas Google Business en début de journée, vous attendez que le soir. Non mais écoute, donc oui, il y aura une suite. Il y aura la saison 12 là, de la famille Beignet, bien sûr. Hein, si j'ose dire. Et puis attends, on n'a pas créé quelque chose pour nous. Non. Chaque fois que tu as créé, moi j'appelle ça l'entité. L'entité fournit du Chablais, elle doit survivre à son créateur. Elle doit continuer à vivre sans lui. Donc je suis très heureux que derrière il y ait un fils pour reprendre, pour la direction, d'accord. Moi dans quelques années, je vais sortir parce petitement. Que normal. Il a déjà commencé à me pousser un petit peu. Mais c'est normal. Tu connais hein, la psychologie. Il faut tuer le père. Totalement. Il prend de l'ampleur et puis c'est bien, on le laisse faire. De temps en temps, je râle un peu. Voilà, parce que quelque part, tu perds un peu... de ta zone d'influence. Voilà. Mais bon, c'est bon à la bonne cause. Mais t'amènes aussi encore des idées. Il est plein de bonnes idées. Non, mais ce qui est surtout essentiel, c'est que derrière toi, ça perdure. Parce que les 100 employés qui dépendent pour vivre de l'entreprise, c'est pas toi qui... Ah ben non. Hein, ça continuera. Voilà. Donc, je suis serein. Le gamin continue. Donc finalement, tu prends un peu ta part du succès ou pas? À force qu'on me le répète, je suis bien obligé de l'admettre. Toi et Françoise. Hein, oui, mais bon... j'en suis ravi, mais des fois, je me reconnais pas là, quoi. Je comprends. Le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais c'est pas vraiment important. Non, c'est pas important, mais il y a aussi un truc, si tu veux soigner un peu ton syndrome de l'imposteur, c'est aussi, de temps en temps, accueillir le compliment. Voilà. Merci. C'est bien ça. Ce sera le mot de la fin, mon cher Philippe. Eh ben, merci bien. Je te remercie d'être venu. J'espère que je les aurais pas trop ennuyés. Si, mais t'inquiète pas. Pas plus que moi. Donc, c'était formidable. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Allez, bonne journée. Au revoir.